Jean-Paul, c'est peut-être un modèle vers lequel vous allez évoluer parce que vous proposez des machines agricoles, mais j'allais aller à votre business model. Pourquoi pas aller plus loin avec des services, de l'échange de services sur la plateforme WeFarmUp? Comment vous percevez 365 FarmNet d'ailleurs? Donc effectivement, on trouve l'idée très intéressante. On l'a suivie, on en a parlé depuis la création. Et il fallait une plateforme qui uniformise. Il y a deux grandes logiques. Il y a la logique 365 et la logique John Deere à l'inverse, on va dire, qui est plus propriétaire là-dessus. Mais on n'est pas du tout sur le même créneau. Et nous, jamais on déviera de notre axe. C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut qu'il y ait une vraie visibilité, une vraie identification. Et on n'ira pas sur la même plateforme rajouter des offres qui sont différentes. D'accord. Donc vous gardez votre cœur de métier, location de matériel agricole. Votre modèle économique, c'est quoi alors? Donc on est exactement dans le cas type d'une plateforme. D'un côté, il y a des fournisseurs, donc des agriculteurs qui ont des matériels qu'ils déposent. De l'autre côté, il y a des agriculteurs qui ont peut-être des jeunes, des moins jeunes, des gens qui sont très rationnels, qui n'ont pas envie de faire l'acquisition, donc qui louent ce matériel. Et nous, on prélève une commission de 15% pour nous financer en fait sur la plateforme. D'accord, très bien. Jörg Ruhl, je vous inviterai, vous pouvez rejoindre votre siège, mais vous pouvez réintervenir tout à l'heure, peut-être qu'on vous interpellera à nouveau. Merci beaucoup pour cette courte présentation. J'essaye de finir mon tour de table. On va aller justement du côté du monde du food. Je regarde Kevin et François Chez. En commençant peut-être par Kevin. Alors, je vais essayer de vous représenter mieux que tout à l'heure. Ça y est, j'ai retrouvé ma petite fiche. Ouais. Pardon ? Je vais faire simple, si tu veux. Oui, Donc, j'ai passé 20 ans chez Seb. J'ai eu la chance de travailler pour une des plus belles entreprises françaises qui est leader mondial dans son domaine. Et en fait, à 40 ans, j'ai changé de vie parce que j'ai découvert le digital et je me suis mis, j'ai été en charge de tous les programmes de transformation digitale de Seb, plus particulièrement développement des gammes d'appareils connectés, de programmes collaboratifs avec des startups. J'ai fait ça pendant 5 ans, à l'époque où l'iPad n'était pas encore sorti. Et depuis l'année dernière, en fait, j'ai sauté le pas et je suis passé de l'autre côté. Donc, du côté de la nouvelle économie, j'ai eu la chance de rencontrer à peu près 500 startups de food en un an dans le monde entier. Et ça m'a permis de construire un projet qui aujourd'hui vient de naître à Paris, qui est une plateforme qui est à la fois une plateforme d'accélération, de conseil aux startups de food et d'investissement et de financement de ces startups. Et qui s'appelle Shake Up Factory. Shake Up Factory, yes, tout à fait. Bon. Voilà, si j'ai réussi à le dire. Et nous allons chercher les startups dans le monde entier. On veut aider les futurs champions de la food à se développer en s'appuyant sur l'excellence française, d'où Paris, et des partenaires industriels, entre autres, qui vont nous rejoindre sur la plateforme. Voilà, donc nous travaillons à la fois avec des startups et des grands groupes. Et on crée ce lien entre ces deux mondes qui ont besoin d'apprendre à travailler et à vivre et à se développer ensemble parce que c'est absolument inexorable. Vous qui êtes expert en food tech, Kevin, merci de cette présentation. Pourquoi ça vous passionne tant, cette disruption, cette food disruption que vous suivez? Et vous dites que c'est un mouvement inexorable. Ah oui, c'est totalement... Comme l'a dit Pierre-Éric tout à l'heure, il y a... En fait, on est aujourd'hui, plus particulièrement cette année, là, en 2015... En 2016 mais en fait, 2015 a été une année de transition complète parce que on est passé de à peu près 2,5 milliards à 10 milliards de dollars qui ont été levés pour financer des projets de food tech. Et on rajoute à cela, l'année dernière, on estime à peu près à 5 milliards pour des projets de ag tech, donc d'agriculture technologique. Pourquoi ? Parce que la maturité des technologies fait que tout d'un coup, toutes les briques technologiques sont disponibles pour répondre à un besoin qui est un besoin du quotidien, qui est de mieux se nourrir chaque jour. Et donc l'ancienne économie, avec ses parcours traditionnels, est en train désormais de voir naître des nouveaux modèles et des nouvelles solutions qui savent assembler de manière agile toutes ces technologies et les faire émerger de manière extrêmement rapide. Et la courbe qu'a montré Pierre-Éric tout à l'heure est une courbe réelle. Je peux vous montrer une dizaine de startups qui ont ces courbes exponentielles qui expliquent pourquoi après les investisseurs s'y intéressent. Parce que je vous pose la même question, elles sont rentables ces startups de la food tech ou pas ? Beaucoup commencent à l'être. D'accord. Il y a un phénomène de masse, on en reparlera tout à l'heure plus particulièrement sur Amazon, qui est pour la première fois rentable dans son activité de distributeur. Et ça, pour moi, c'est un des éléments clés de l'année 2015, c'est que la plus grosse plateforme mondiale, qui est Amazon, est devenue rentable, même sur son activité cœur, sur laquelle elle a investi pendant 10 ans. Et ça va radicalement changer le paradigme des plateformes mondiales.
Kevin, pour vous, La Ruche qui dit oui, c'est un exemple de French food. Ah oui, tout à fait. Alors, j'ai amené quelques slides que je veux bien vous commenter, comme ça peut donner aussi un élément de complément sur ce que disait Pierrick tout à l'heure. Je voulais montrer en fait d'autres exemples de plateformes où expliquer entre autres que la plateforme, elle peut intervenir dans plein de domaines. Aujourd'hui, on a La Ruche qui dit oui, qui est ce que j'appelle du B2C2C. Alors, c'est très particulier tous ces termes, mais pour faire simple, vous avez des plateformes qui sont concentrées sur le business to business. WeFarmUp en est une. Moi, je vous donne un autre exemple qui est Alchemix. Elle met à disposition une solution logicielle, un peu à la 365, mais entre des distributeurs en ligne en France et 1300 marques agroalimentaires qui utilisent cette plateforme. Tout ça sont des exemples de plateformes françaises. En un an, en deux ans maintenant, ils ont 1300 marques qui se sont inscrites et qui utilisent leur solution. Le B2B peut intégrer du consommateur. Là, à ce moment-là, c'est une solution comme Wind, qui est une start-up française qui avait 8 millions l'année dernière. C'est une solution qui permet à des restaurateurs de pouvoir agréger toutes les solutions de livraison à domicile qui sont disponibles aujourd'hui et qui ont explosé l'année dernière, et de les rendre disponibles en une seule interface à n'importe quel restaurateur pour qu'il puisse livrer depuis son resto vers les clients. Wind, en fait, c'est un nom, mais ce n'est pas une marque. Il s'en fiche d'être une marque, il veut être une solution qui permet à des BI, donc à des restaurateurs, de devenir des fournisseurs et d'augmenter leur audience auprès des consommateurs. B2C, c'est n'importe quel distributeur ou solution qui veut se connecter directement aux consommateurs. Là, par exemple, vous avez Goot, qui est une plateforme mobile qui permet à n'importe quel caviste en France de pouvoir créer une boutique mobile et faire de la livraison et du paiement, de la livraison à domicile et du paiement. Là, en fait, c'est une solution technologique qui permet à n'importe quel caviste en une demi-heure de créer sa boutique en ligne. Et il ne va pas faire appel à un grand distributeur de logiciels, il va télécharger l'appli Goot et mettre en place sa boutique. La Ruche qui dit oui, ça c'est un modèle très intéressant et c'est pour ça qu'il inspire le monde entier, c'est que c'est une des premières fois que vous avez une plateforme qui s'appuie sur des consommateurs pour pouvoir livrer des consommateurs. C'est-à-dire qu'ils adressent le B qui est des fermiers qui voudraient en fait augmenter leur activité, mais ils savent qu'ils peuvent difficilement faire du B vers le C, donc du fermier vers le consommateur final. Et donc la magie de La Ruche qui dit oui, c'est effectivement d'avoir su, à l'intermédiaire, mettre des consommateurs qui sont des engagés, qui vont en fait mettre la main à la pâte pour pouvoir permettre à ce système de fonctionner. Et puis vous avez maintenant des plateformes C2C, c'est Airbnb, c'est Blablacar, mais c'est aussi une autre plateforme que j'aime beaucoup qui s'appelle Visit, qui a été là aussi montée par un Français. C'est le Airbnb du repas à domicile. Et vous pouvez aller dans 45 pays, vous inviter chez l'habitant grâce à une plateforme comme celle-là. Comment il s'appelle? Excusez-moi, j'ai pas... Visit. Alors c'est un nom international parce qu'ils sont déjà dans 45 pays, mais c'est une société française qui s'est créée il y a un an et demi, d'ailleurs par un ancien de fonds d'investissement, donc rien à voir avec le Visit. Et en fait, la raison pour laquelle c'est inexorable, c'est qu'il y a plusieurs leviers qui sont en compte. Le premier, c'est que tout le business qui est aujourd'hui offline, Carrefour était une manière comme une autre, une plateforme où ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant, on va tout basculer online, c'est sûr. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez des usages qui font que désormais, vous vivez tout sur votre téléphone. Et en fait, ce mouvement de l'ordinateur au téléphone, demain, la réalité augmentée et peut-être même la robotique ou des appareils deviennent des interfaces vers des services et donc vers des plateformes qui vont vous faciliter la vie. Et demain, il y aura peut-être même des plateformes qui vont exister qui n'utiliseront même plus de téléphone parce que ce sera directement à l'intérieur de l'appareil. La deuxième chose, c'est que quand tout est intégré comme ça, on arrive à créer des expériences utilisateurs qui n'ont absolument aucun équivalent. Pour tous ceux qui ont utilisé Airbnb ou Uber, on ne se pose plus la question de savoir comment je vais réserver un taxi. Tout est fait pour que ce soit simple, sans friction. C'est des termes très américains, mais sans friction, sans couture. Tout va direct, ça prend 2 minutes. Et je sais exactement tout ce qui se passe à n'importe quel moment. Tout est fait dans l'expérience utilisateur pour que ça me donne confiance. Et ça fonctionne super bien. C'est un petit peu l'alimentation de précision, si on reprend la comparaison avec l'agriculture de précision. Un petit peu ça. Effectivement, ça va permettre, et c'est un des points qui est majeur, c'est que derrière tout ça, il y a quand même une logique de business pur et dur. C'est que dans une plateforme, à la différence de ce qu'on connaissait par exemple chez Carrefour, c'est que dans une plateforme, ils vous connaissent.
Ils savent qui vous êtes, ils savent ce que vous faites, quand, comment, où. Et en fait, ils utilisent ces informations pour pouvoir améliorer en permanence le service. Et donc, c'est un système qui est extrêmement vertueux, même si c'est parfois très coûteux en investissement. Mais à la fin, on finit par avoir une maîtrise et une connaissance de l'expérience utilisateur qui fait que c'est un système totalement vertueux. Voilà. Oui. Et donc, on en arrive aujourd'hui à des solutions qui sont ultra personnalisées. Et chacun trouve exactement ce qui lui convient au milieu de tout ce que la plateforme propose comme élément d'expérience. Et puis, il y a quand même un dernier point, c'est que désormais, c'est unique, quoi. C'est une logique de business. Vous aviez des plateformes au départ comme Facebook ou qui paraissaient être juste des plateformes de réseaux sociaux ou d'agrégation d'intérêts, etc. Non, maintenant, c'est vraiment des logiques de business. C'est de la marketplace. On veut votre compte utilisateur pour pouvoir vous vendre du service. Et vous regarderez, par exemple, ne serait-ce que Facebook, ou ce que fait Google aujourd'hui. Google aujourd'hui va devenir la première capitalisation boursière. Pourquoi ? Parce que, et quand on regarde dans leur business, au départ c'était une plateforme pour faire de la pub, mais aujourd'hui c'est de la voiture connectée, c'est de la voiture autonome, c'est des services qu'on n'imaginait pas il y a 5 ans et qui vont être des nouveaux modèles et des nouveaux business. Et Facebook est en train s'ils ont racheté Oculus, c'est pour vendre des lunettes de réalité augmentée et pour vendre des services qui vont avec et aller de plus en plus dans une logique de business. Et qui développent parce que ce sont les champions du big data aussi. Ils ont su valoriser toutes les données dont... Ouais. Et donc, toutes ces plateformes, quand on a parlé de personnalisation, aujourd'hui, ça permet... L'autre élément, c'est qu'on n'imagine pas... La raison pour laquelle il y a autant d'investissements aussi, c'est que ça ouvre un champ de possibles absolument ahurissant. Là, tous les exemples que je vous montre ici sont des choses qui n'existaient pas il y a 1 an et demi. Et aujourd'hui, aux États-Unis, vous pouvez, avec votre montre, vous nourrir du matin au soir... en 3 minutes à chaque fois par des interactions avec votre montre pour vous faire livrer à domicile, pour vous abonner à des box, pour trouver des solutions de repas qui n'existaient pas jusqu'alors et qui ne sont que des solutions apportées par ces plateformes qui agrègent des technologies multiples. Et l'enjeu, il est vraiment clairement de la data. La raison pour laquelle on parle autant de data, c'est qu'à la fin, plus vous avez d'utilisateurs et plus vous avez d'usage, plus vous collectez d'informations, si vous savez bien vous en servir, eh bien en fait ça nourrit le fait que vos services vont s'améliorer de plus en plus. Et toutes ces plateformes qui se créent n'ont qu'un seul intérêt, c'est devenir l'interface. Aujourd'hui, vous vous souvenez plus du restaurant dans lequel vous êtes allé, mais par contre vous allez vous souvenir de Foodora qui, une fois par semaine, va vous livrer le repas d'un restaurant que vous ne connaissez plus. Et à la limite, vous en fichez. Ce que vous voulez, c'est vous abonner à un Foodora ou à un autre service comme celui-là qui fait la nuance. Voilà. Et dernier point, on parlait d'Amazon. Je voulais juste dire, la raison pour laquelle Amazon est aussi fort, c'est qu'il résonne, mais sur la totalité de l'expérience utilisateur. Quand on parlait de sans couture et sans friction, ils vont vraiment jusqu'au bout. Ils ont lancé l'année dernière une zappette qui s'appelle Dash. Allez voir comment ça fonctionne. Je fais ma liste de courses en dictant ou en scannant. Je me pose même plus la question d'avoir à noter, etc. Et ma liste de courses se remplit automatiquement. Je dis Nutella, il se souvient que j'achète des pots de tel format et il les remplit. Et il me les livre avant 5h du matin chez moi si j'ai passé ma commande avant minuit. Et tout ce logique d'Amazon fait que je pense que même Amazon, demain, sera peut-être même le leader mondial de l'agroalimentaire. Ils ont lancé dans leurs expériences de rendre service à l'utilisateur, ils font du farm to door aux États-Unis, ils livrent des restaurants, depuis les restaurants, ils livrent de l'alcool à domicile. Et là, demain, ils seront capables de vendre des produits. Ils ont déjà des produits alimentaires à marque Amazon aux États-Unis, des chips, des bars, etc. Parce qu'ils savent mieux que n'importe qui achète quoi, quand, comment, où, à quelle heure, dans quel état. Pour quelle taille, et c'est en fait la logique finale de toutes ces plateformes, c'est effectivement de rendre un service de manière plus que pertinente et meilleure que n'a jamais été rendu par les autres acteurs traditionnels. Donc on y gagne tous. Alors, je ne sais pas si on y gagne tous, c'est peut-être un petit peu effrayant quand même. Il y a un petit côté science-fiction dans tout ça. Mais demandez à tous les gens qui vendent par l'intermédiaire de la plateforme Amazon, ils ont accès à une audience, à une population et qu'ils n'avaient jamais eu avant. Vous avez des business qui ne se développent qu'en vendant via Amazon. Hein. Oui, donc voilà, c'est effectivement... Et Darush qui dit oui, ce ne serait pas développé, nombre de business ne se serait pas fait pour de nombreux agriculteurs en local. Donc... Merci pour la transition. Il faut qu'on soit bon en France, c'est tout, par contre. Tout à fait. Et que les acteurs se réveillent un peu. Bon, on en rediscutera. Merci beaucoup, Kevin. François Chez, merci d'avoir patienté
Avant de prendre la parole, La Ruche qui dit oui, Kevin me tend la perche pour faire la transition vers une plateforme à visage humain. On quitte un peu les robots et la science-fiction pour une plateforme bien réelle. Alors j'ai appris que la première plateforme Ruche qui dit oui, c'était en Haute-Garonne. C'était pas du tout à Paris, c'était en 2011, la première ruche. Ouais, au Foga, dans C'est la ça, banlieue je connais pas. de Toulouse. D'accord, près de Toulouse. Et suivi de proche par Paris, mais c'était vraiment lancé d'abord au Foga en D'accord. 2011. Ouais. Et vous, François, vous connaissez bien l'histoire de La Ruche qui dit oui parce que vous y êtes depuis le début. Depuis Vous connaissiez tout début. les fondateurs. Je Et vous connaissais, avez, un ouais. des cofondateurs, donc Marie-Laït Choukroun, C'est ça. qui est président maintenant, et qui avait une agence web avant. Moi, j'ai travaillé en tant que graphiste freelance à l'époque. Donc j'ai une formation de designer. Et du coup, voilà, La Ruche qui dit oui, il a lancé ce projet, il m'a amené avec en tant que freelance. Puis petit à petit, ça a pris de plus en plus de place pour moi dans mon emploi du temps. Parce que alors, on a parlé d'expérience utilisateur, c'est quelque chose qui a toujours été au centre finalement de La Ruche qui dit oui. Voilà, la plateforme avec un visage humain. On se préoccupe d'abord des utilisateurs, que ce soit du côté producteur, responsable de ruche, membre. Et petit à petit, du coup, voilà, on a grossi l'équipe design, que ce soit au niveau du coup des visuels, mais aussi beaucoup de l'utilisation, où on a du coup des graphistes, des designers de ce qu'on appelle expérience. Donc comment est-ce qu'on se sent quand on arrive sur la plateforme, comment est-ce qu'on se sent quand on arrive dans une distribution, comment est-ce qu'on l'organise. Et derrière, maintenant aussi de la recherche utilisateur, donc pour bien voir les gens, comment est-ce qu'ils utilisent nos outils et les outils aussi autres, des fois que ce soit des spreadsheets, des coups de téléphone, ou voir comment est-ce qu'ils bien comprendre la pratique pour offrir les meilleurs outils derrière. Ça sera une de mes questions sur pourquoi vous investissez dans la communication et le développement. On va passer le petit film de La Ruche qui dit oui, puis revenir un petit peu à votre présentation. Voilà. Voilà. La Ruche qui dit oui, vous avez lancé une application pour iPhone il n'y a pas très longtemps. Depuis janvier, on a lancé enfin une application iPhone. C'est vrai que pour l'instant, c'était beaucoup concentré sur les outils côté producteur et responsable de ruche. D'accord, on va y revenir parce qu'on aimerait bien retrouver un peu les agriculteurs dans tout ce qu'on dit. Où est-ce qu'ils sont? Il y en a dans la salle. Et comment ils s'impliquent aussi sur ces plateformes, en quoi ils peuvent s'engager. C'est intéressant d'avoir aussi l'information. Vous avez été designer, graphiste, parce que le côté ergonomie, c'est important. C'est quelque chose sur lequel vous misez Complètement, oui, Ouais. depuis le début. Du coup, quand on dit designer, il y a la partie graphique qui est vraiment la partie visuelle, à quoi ça va ressembler, mais c'est surtout après la compréhension des usages et l'adaptation des solutions qu'on propose. Et c'est l'observation et derrière l'itération sur les différentes solutions. Donc on a des designers d'interaction, d'expérience visuelle et de service maintenant aussi. Alors, vous dites que vous êtes une plateforme à visage humain, vous êtes proche des producteurs. Pourquoi un producteur de fruits et légumes ou un éleveur qui fait de la viande aurait intérêt à passer par La Ruche qui dit oui? Parce qu'il est sûr de trouver un débouché pour ses produits, d'avoir des clients, des consommateurs fidèles. Et comment il se rémunère? Le modèle économique, toujours cette fameuse question. Alors le modèle économique est assez simple, entre guillemets. C'est le producteur qui fixe son prix. Donc il n'a aucune pression de la part de la plateforme qui soit. Il choisit s'il veut vendre ses tomates 25 €, il peut. Et derrière, donc quand un membre paye sur la plateforme, l'ensemble de l'argent va sur le compte du producteur, qui ensuite lui paye le service. C'est 8,35 hors taxe, si je ne dis pas de bêtises, pour la plateforme. C'est ça. La ruche qui dit oui, et aussi 8,35 pour la personne qui tient la ruche. Donc ça fait 16,7% de prélevé, commission Non, payé comme service ensuite. D'accord. Vous répartissez entre le responsable de ruche, celui qui fédère les producteurs, qui va dans monter une zone, un toute territoire. la communauté, qui va aller faire toute la communication au niveau ultra local, dans la ville où il est,
aller chercher ses voisins, ses amis, C'est etc. ça. Et qui va ensuite aussi aller voir les producteurs et essayer de les faire s'organiser pour que tout se passe bien. Combien de producteurs, d'agriculteurs fournissent la ruche qui dit oui et alimentent la communauté? Alors pour fournir les ruches, plus de 4000. D'accord. Parlez. Il y a quelqu'un de chez vous dans la salle. Oui, il y a Julie là-bas qui est aussi responsable du coup des producteurs. Et sur les membres, on est à plus de 100 000 du coup consommateurs réguliers sur la ruche qui dit oui. L'application marche bien, elle a été téléchargée. Vous avez quelques chiffres, non? On a quelques chiffres, ouais. On est autour de 2% des commandes au bout de 2 semaines. Ah d'accord. Les commandes par application ça représente 2% de l'ensemble des commandes qui sont faites. Ok. Ça a été lancé il y a 2 semaines à peu près. Voilà, 2 semaines. Et vous misez aussi, vous avez une équipe de journalistes. Parce que vous dites que vous voulez aider, porter un message, aider aussi les producteurs et les responsables de ruches à communiquer, à mettre en valeur leurs produits. Globalement, en fait, la ruche qui dit oui, le but final... La valeur ajoutée de la ruche qui dit oui, c'est quoi en fait? Voilà, sans même parler de la valeur ajoutée tout de suite, vraiment le but, c'est quand même de rendre viables les circuits courts pour les producteurs, qui s'y retrouvent mieux. Du coup, là-dessus, il y a 2 leviers, c'est qu'ils puissent vendre plus et que ça leur coûte moins cher. Donc pour vendre plus, nous, on a ce travail de communication pour qu'il y ait plus de monde dans les ruches et rendre le système plus viable pour tout le monde. D'accord. Ça passe par deux créneaux, à la fois du coup faire la communication du service et des différentes ruches, et faire une partie éducation sur aussi pourquoi est-ce que ça coûte un peu plus cher de bien manger. Donc on a un blog qui s'appelle Oui le blog et qui va passer en magazine pour le salon de l'agriculture. Ah oui, vous allez évoluer, vous avez un blog qui marche très bien, avec une baseline qui est... ne mangeons plus les yeux fermés. Voilà, ne mâchez plus ou ne mangeons plus les yeux fermés. Et vous allez évoluer en e-magazine. Voilà, parce donc qu'il y a vous énormément lancez ça sur le salon de d'articles l'agriculture qui sont valables sur le long terme, alors que le blog, on est vraiment dans un flux un peu continu. D'accord. Donc on passe sur une édition hebdomadaire qui correspond aussi plus au rythme de la ruche, qui est un rythme plus lent, avec beaucoup d'articles de fond qui sont faits par les équipes en interne et puis un peu en externe. Il y a un partenariat avec 180 degrés qui est mis en place. Des community managers, Pierre-Éric Lebovici a dit lui-même que pour Daphni, c'était important d'avoir des gens sur les réseaux qui pilotent un petit peu tout ça. Vous aussi, c'est un investissement? C'est un investissement, oui. On a 1 ou 2 personnes qui travaillent aussi sur Twitter, Facebook, qui font de la veille autour de l'agriculture. Vous estimez que vous touchez assez aujourd'hui les agriculteurs? Profitez-en, vous êtes aujourd'hui dans un think tank agricole. Comment vous les... fédérer, attirer? Je pense que c'est pas une question de est-ce qu'on y arrive encore assez ou pas, il faut qu'on arrive à fournir le service qui fera qu'ils en auront envie. Mais il dit que vous avez une marge de progrès à faire sur les transports, la distribution. Voilà, ça c'était donc la deuxième partie finalement. J'ai parlé de la communication pour faire connaître et qu'il y ait plus de gens qui consomment en circuit court. Et la partie aussi optimiser du coup le coût pour les agriculteurs. On travaille beaucoup du coup sur le circuit logistique entre producteurs. Toujours nous dans une démarche donc décentralisée pour que les gens puissent s'organiser entre eux. Très bien. C'était ça. Non, voilà. C'était ça. La communication, recherche-développement. Vous avez dit que vous étiez 100 salariés, je crois, à peu près. Un peu plus maintenant en Europe. Un peu plus maintenant, oui. Vous avez effectivement des développements en Europe. Dans quel pays? Alors, on est en Espagne, Angleterre, Allemagne, Belgique, Italie. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Mais merci beaucoup, François. De toute façon, on va continuer le débat. Je vais libérer Pierre-Éric Lebovici. Peut-être avant qu'il parte, lui poser une petite question. Vous y aurez tous droit, en fait. Est-ce que la plateformisation de l'agriculture, c'est une nouvelle perspective, vraiment? Est-ce que c'est positif pour vous? Une minute. Oui, non, mais on le voit avec les projets innovants qui arrivent, notamment Oui Farm Up et La Ruche qui dit oui. On a la chance en France d'avoir une population qui adhère au modèle collaboratif, et on voit que finalement dans les modèles de plateforme, il y a souvent cette dimension collaborative. C'est pas pour rien que Paris est la première ou deuxième ville pour Airbnb. On a un goût prononcé pour la bonne chair, donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de qualité, et c'est quelque chose qu'on va retrouver, je pense, dans les modèles de plateforme autour de l'agriculture.
On a si on sort du French bashing habituel, on a le potentiel de développer des superbes projets. On a des ingénieurs qui sont reconnus dans le monde entier. On arrive à créer des modèles innovants. On le voit avec des Blablacar, Criteo, Sigfox et compagnie. Donc je pense que le marché de l'agriculture a été assez peu disrupté jusqu'à présent. Il suffit de trouver les idées et les bonnes personnes pour les exécuter. Et donc c'est qu'une question de temps. Mais je suis persuadé qu'il y aura de nombreux projets qui s'articuleront autour de ce marché-là. Et juste pour revenir sur un point par rapport à WeFarmUp, parce que quand on parlait d'alignement d'intérêts entre utilisateurs et fournisseurs, on voit qu'avec WeFarmUp, on a un panier moyen qui est relativement élevé, puisque finalement, on est à 150-300 euros par jour. Il y a eu de nombreuses tentatives pour des produits de grande consommation, une machine à coudre, une perceuse, un vélo, une poussette. Bon, et finalement, à partir du moment où il y a un désalignement d'intérêt entre le fournisseur et le client, le modèle de plateformisation ne fonctionne pas. Donc encore une fois, il faut être lucide, et ça, je rebondis par rapport à votre question de rentabilité. On sait que ça prendrait trop de temps sur certains marchés pour réussir à développer des modèles viables, notamment pour les fournisseurs et pour la plateforme, parce qu'à partir du moment où le plan des moyens est faible, la plateforme a également du mal à trouver son compte. Voilà. Mais l'agriculture, merci beaucoup pour cette synthèse, Pierre. Vous pouvez partir quand vous le voulez. C'est vrai que l'agriculture est un peu prise aussi dans ce mouvement, dans cette révolution. Il y a une tribune du président et du directeur de COP de France dans l'Opinion où ils disent « La planète agricole ne tourne plus autour de la production, mais autour de la consommation. On est en pleine révolution copernicienne. Ce n'est plus de la fourche à la fourchette, mais bien de la fourchette à la fourche. » Donc c'est effectivement un mouvement... inexorable, Kevin, confirmé. Et puis après, on va prendre vos questions, vos commentaires. On est là pour débattre, pour échanger. Tout est drivé d'abord et avant tout parce que les utilisateurs ont envie d'avoir. Si les gens utilisent telle ou telle plateforme ou telle solution, c'est qu'ils en ont envie. S'ils ont adopté. Et donc tout le travail de ces nouveaux modèles et de ces nouvelles plateformes, il est effectivement de proposer... On parlait d'expérience utilisateur, mais aussi de propositions de valeur qui soient vraiment pertinentes. Et c'est pour ça que ça arrivera en tout cas. Alors après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est plusieurs choses. La première, c'est que cette révolution ou cette transformation, c'est pas où. C'est pas du jour au lendemain, on va passer de Carrefour à Amazon. C'est et. Il va y avoir toujours des modèles traditionnels. Il continuera à y avoir des marchés locaux, mais il y aura aussi la ruche qui dit oui, et peut-être demain Carrefour ou Amazon qui livrera aussi depuis les fermiers directement chez les consommateurs. C'est autant de nouvelles solutions qui vont être mises à disposition et qui sont des opportunités. Moi, ce que je voudrais vraiment faire retenir dans ce point-là, c'est ça, c'est que on peut regarder le verre à moitié plein ou sinon surtout à moitié vide, mais surtout à moitié plein. Oui. On a une capacité en France qui est phénoménale. Oui. Oui. Aux États-Unis, à San Francisco, j'ai vu des jeunes sortir de Stanford, MIT, ils ne se posent plus la question, ils montent en boîte. Et ils vont le faire. Et ça va marcher. Et on a un savoir-faire en France et alors une capacité d'intelligence. Il y a de l'argent, malgré tout. Il y a de l'épargne qui est prête à accompagner les projets comme ça. Et moi, j'ai un élément d'expérience aussi à donner à la filière agricole, c'est que aussi étonnant que ça puisse vous paraître, dans toutes les entreprises d'agroalimentaire que j'ai croisées jusqu'à maintenant en France, les plus innovantes, c'est les coopératives. Ça fera plaisir à beaucoup de... Parce que ce sont des modèles qui sont naturellement... Ils ont plusieurs éléments intrinsèques qui font la richesse de ces nouveaux modèles. Un, ils sont naturellement collaboratifs. C'est une mutualisation d'intérêts personnels, donc tout le monde s'y retrouve. Deuxièmement, ils peuvent fonctionner en silos, mais les silos ne fonctionnent que si jamais ils collaborent les uns, ils travaillent les uns pour les autres et les uns avec les autres. La troisième chose, c'est qu'ils ont en général plusieurs business models, pas un seul. Expliquez. C'est-à-dire que des acteurs traditionnels, ils ont un seul business model. Un fabricant de produits alimentaires, son business model, c'est je fabrique pour vendre à la distribution qui va le vendre au consommateur final.
les coopératives, elles font de la distribution, du machinisme, elles ont parfois des marques d'agroalimentaire qu'elles vendent en direct ou pas en direct, elles gèrent de l'achat et de la gestion de grains ou de semences, etc. Donc elles ont plusieurs business models, donc elles savent gérer plusieurs comptes de résultats différents, avec des impératifs de rentabilité qui sont différents. Elles n'ont pas une seule logique d'investissement, et donc elles sont prêtes à prendre des risques et à accompagner des projets. Et dans tous les acteurs de l'agroalimentaire français que j'ai rencontrés, ceux qui sont les plus en pointe aujourd'hui avec les startups, c'est bien les coopératives. D'accord. Clairement. Et c'est une vraie opportunité, et c'est un modèle. La ruche qui dit oui est un modèle très coopératif, c'est pour ça que c'est devenu un modèle pour le monde entier, comme Blablacar. Et on a un modèle à offrir au monde entier, avec en plus une excellence française, donc il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas, il faut juste ne pas avoir peur. Et les agriculteurs dans l'histoire, parce qu'on ne faut pas les oublier, ils ont une opportunité à saisir. Hervé, c'est un de tes messages dans ton livre, mais l'Internet est dans le objectivement, pré. ils ont tout à gagner. Alors, oui. Franchement, je pense que, reprenons la ruche qui dit oui, un agriculteur avec la ruche qui dit oui gagne peut-être plus d'argent par la ruche qui dit oui qu'avec son distributeur local. Oui. Par contre, Il trouve des débouchés. la difficulté de ces plateformes, c'est qu'il faut accepter que ça prend du temps. 100 000 utilisateurs en 4-5 ans, voilà. 5 ans. Mais sauf que peut-être que l'année prochaine, il n'en aura pas 100 000, mais 1 million. Parce que tout d'un coup, hop, il y aura ce point d'inflexion. Mais ils sont bien formés, les agriculteurs, pour aller s'engager sur des plateformes. Encore faut-il que les médias en parlent, et en parlent de manière positive, et on est là pour ça. Hein. On est bien là pour essayer de dédramatiser. Il y a un autre élément, moi, qui me motive beaucoup, et c'est pour ça que j'interviens aussi dans des conférences comme celle-là, c'est qu'à partir du moment où on a compris comment ça marche, il y a déjà toute une partie de l'inquiétude qui s'en va. La difficulté qu'on a, c'est souvent qu'on ne comprend pas comment ça marche. Donc on est inquiet. À partir du moment où vous avez compris la logique, chacun y trouve son intérêt ou non. Et chacun voit quelles sont les opportunités qu'il peut y saisir. Alors, après, c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Donc peut-être que les agriculteurs risquent d'avoir un moment difficile où ils vont être il y a beaucoup de gens qui vont les solliciter pour plein de modèles différents. On leur dit que leur donner Val de l'Or. Leur donner Val de l'Or. Est-ce qu'ils sont prêts à rentrer dans cette quatrième dimension de l'agriculture ? Ceci étant, toutes les informations qui peuvent être mises à leur disposition aujourd'hui, tous les matériels un peu plus performants qui peuvent être maintenant proposés dans des modèles d'usage qui sont radicalement différents, ce que j'ai plus forcément besoin d'acheter, mais je peux louer. Etc. Tous ces nouveaux débouchés possibles, c'est autant d'opportunités de réinventer leur métier. Et qui d'autre que les agriculteurs ont la nécessité de devoir réinventer leur métier tous les 10 ans ? C'est des chefs d'entreprise agricoles qui doivent effectivement avoir cette posture-là. Tout à fait. Vous voulez compléter, Pierre-Éric, puis après... En fait, je vais faire un peu de prospective et de provocation, désolé. En fait, on va commencer par une approche assez macro. 65% des métiers de nos enfants n'existent pas encore. Ce qui veut dire que si on applique ça au monde de l'agriculture et qu'on fait un tout petit peu de prospective, ça veut dire que dans 10 ans, le métier des agriculteurs, il n'aura rien à voir avec le métier actuel. Alors, je suis biaisé, mais par rapport à tout ce que j'ai vu dans le domaine de la robotique, et c'est finalement uniquement la solidification du numérique, on commence par mettre des capteurs, on commence par mettre des treilleuses automatiques. Alors, il y a des agriculteurs qui ont horreur d'entendre ce discours-là parce qu'il n'y a plus le contact avec les bêtes et compagnie. Mais finalement, ce sont plus les générations anciennes qui adhèrent à la treilleuse automatique et qui se disent que ça leur permet d'économiser 4 heures de leur temps par jour. Donc si on se... Comment ? Ouais, alors peut-être pour aller voir, mais... Donc c'est complémentaire. Mais la bête, elle est massée, on lui donne des compléments alimentaires, on lui fait tous les tests qui vont bien, et donc tout le monde y trouve son compte. Bon, l'agriculture de demain, finalement, les premiers moyens de transport qui vont être automatisés, ce sont les navettes dans des espaces fermés, donc sur les campus ou sur les centres de production. Et puis, ça va être les tracteurs. Je fais le pari que dans 5 ans, oui, c'est déjà le cas, mais ce n'est pas généralisé. Mais dans 5 ans, il y aura peut-être 20% du parc français qui sera complètement automatisé, parce qu'il suffit de mettre 4 pylônes aux 4 extrémités d'un terrain, et avec tous les capteurs qui vont bien,
le travail sera fait de manière totalement automatique. Alors je ne sais pas si c'est 5 ans, ça sera peut-être 10 ans. Toujours est-il qu'il faut anticiper ce changement et le métier d'agriculteur sera peut-être d'optimiser les moyens de distribution, de raccourcir toute cette intermédiation qui, moi, en tant que consommateur, me perturbe, parce que quand j'ai des fraises qui viennent d'Espagne et qu'elles sont immangeables, et qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas la réponse, je trouve ça incroyable. Bon, voilà, etc., etc. Donc, les métiers, ils restent à être inventés, et on va vers une automatisation qui va complètement bouleverser, de mon point de vue, le métier d'agriculteur. Et sur ce, je vous quitte. C'était une petite provocation, mais gentille. On vous laisse partir, Pierre-Éric Lebovici. Merci beaucoup. Vous avez écrit une tribune dans le Cercle Les Échos. Elle est disponible quand vous quitterez la salle pour la lire. Je passe la parole à Mathieu Dancre et après Hervé Pillot. La salle va pouvoir s'exprimer. On a 1 heure là. C'était un tout petit commentaire sur l'aspect disruptif. Effectivement, je pense qu'il est important de bien comprendre qu'on parle de disruptif au sens modèle économique, mais pas au sens temporel. Et moi, j'en témoigne avec le secteur de l'énergie, puisqu'on parle de transition énergétique, plus que de disruptif dans le domaine de l'énergie. Et peut-être que dans le domaine agricole, c'est de cette manière-là qu'il faut aussi se poser la question. C'est quoi la transition agricole ? Et dans l'énergie, en tout cas, la question, elle est la suivante, c'est un grand groupe comme Engie, mais comme EDF ou comme Total, tient les équipes en place et tous les dispositifs en place pour faire un petit nombre de gros investissements. Mais on parle de 500 millions d'euros, d'1 milliard, 2 milliards. J'imagine que dans l'agroalimentaire, c'est à peu près similaire. Et finalement, on est sur un système qui est de plus en plus décentralisé, avec des décisions d'investissement qui doivent se faire sur des micro-investissements en grand nombre. Et donc, du coup, c'est comment est-ce que demain, on finance une grande volumétrie de petits projets. Voilà, et c'est ce qui motive Engie notamment à se poser ce type de questions. J'imagine la banque aussi, et peut-être l'agroalimentaire. On est quand même un pays qui est très porté par son CAC 40. Comment se transforme ce CAC 40 aussi, et avec quelle dynamique ? Merci. Hervé, vous voulez intervenir ? J'ai apprécié tout ce que j'ai entendu jusqu'ici. Et je voulais échanger avec monsieur avant qu'il parte sur un élément qu'on n'a pas abordé jusqu'ici, qui est essentiel pour demain, c'est la couverture numérique du territoire. Parce qu'on pourra inventer tout ce qu'on voudra. Moi, ma plus grosse crainte actuellement, c'est d'avoir une fracture territoriale où certains agriculteurs vont se trouver cornérisés parce qu'ils n'auront pas accès aux outils. Parce qu'on pourra mettre tous les outils en place qu'on voudra si on n'a pas cette couverture. Alors, on a évoqué un tout petit peu tout à l'heure Sigfox. Eux, ils sont quasi partout en France. Et ça, on ne l'utilise sûrement pas encore assez pour un certain nombre de capteurs qui peuvent se contenter, entre guillemets, du bas débit. Deuxième interrogation, moi j'ai apprécié beaucoup vos propos tout à l'heure par rapport à la coopération. En fait, l'agriculture est un modèle qui s'est construit de cette façon-là depuis l'origine. Pas l'origine de l'agriculture, mais depuis l'origine de l'agriculture moderne. J'ai eu le bonheur, je l'ai déjà dit plusieurs fois, de rencontrer cet été Michel Serres, qui me dit l'agriculture est la plus grande révolution du XXe siècle, qui est passée de 78% de la population avant 1900 à guère plus de 1% en 2010, en multipliant par 10 sa productivité. Est-ce qu'il faut être formé pour utiliser Mimosa ? Tiens, je vois Florian, excusez-moi Catherine. Florian, est-ce que tu peux te représenter et puis Bonjour à tous, je suis donc Florian Breton, le fondateur de Mimosa, première plateforme de financement participatif exclusivement dédiée aux agriculteurs et aux entreprises alimentaires. Alors pour répondre à ta question, Marie-Laure, c'est un nouvel apprentissage tout de même. Alors c'est vrai on parle souvent on approche un petit peu cette plateformisation avec des termes anxiogènes, un petit peu la révolution, l'ubérisation, etc. Nous, on a le sentiment vraiment d'apporter une nouvelle solution, d'offrir de nouvelles perspectives à des agriculteurs. Néanmoins, le financement participatif, les fintech, on en entend beaucoup parler depuis surtout 2010. L'agriculture française n'avait pas pris ce virage-là jusqu'à en tout cas cette année et notre première sortie, puisqu'aujourd'hui, à travers les plateformes de financement participatif, 70% des projets
proposés aux citoyens, soit par le don, par le prêt ou l'equity, sont en lien avec la culture. Ou Donc l'equity, j'ai pas compris. le financement. Donc tout à l'heure, D'accord. monsieur évoquait notamment son agrément, c'est en fait de l'investissement dans le capital. On prend des parts Ok. et on estime, enfin, ou des Ok. obligations pour obtenir du financement en retour, du prêt, ça c'est désormais possible depuis fin 2014, ou du don avec contrepartie en nature, ce qui est finalement le modèle très qui incarne l'ADN du financement participatif, de la dimension très crowd, très full, qui apporte un soutien à un porteur de projet. Et les contreparties donc, sont toutes en nature. Donc chez nous, c'est quand on finance un agriculteur, on a en contrepartie des pots de miel, des bouteilles de vin, de l'expérience, du service au contact des agriculteurs. Donc ça a plusieurs vertus pour un agriculteur. Néanmoins, c'est aussi un apprentissage. Quand on s'est lancé fin 2014, donc on a 1 an, au début, on était un petit peu les ovnis dans le marché du financement participatif. Est-ce que les agriculteurs vont réussir ? Et finalement, la ruche en est un des principaux témoins à justement fidéliser et fédérer une foule de personnes autour de leur projet d'installation de développement pour financer justement un projet. Force est de constater qu'un an après notre lancement et presque 1 million d'euros collectés, ces agriculteurs-là sont capables de fédérer un grand nombre de personnes puisqu'ils ont en moyenne chez nous, ils perçoivent en moyenne 6 500 euros, quand la moyenne nationale dans le don avec contrepartie est de 3 500 euros. Les agriculteurs apprennent très vite, ils sont tous extrêmement connectés, Oui. ils itèrent leur métier en permanence. Mon grand-père était un expert en agronomie, aujourd'hui en agriculteur, est un vrai chef d'entreprise qui essaie de maîtriser de l'amont à l'aval son outil agricole, donc en passant par bien évidemment la production, mais aussi la distribution, la communication auprès de son réseau. C'est un notable sur son territoire, et la preuve, c'est qu'il réussit à fédérer un plus grand nombre de personnes autour de son projet. Donc c'est un apprentissage, mais ça va très très vite, à une vitesse vraiment assez incroyable, au-delà même de nos espérances pour notre première année. Merci de ce témoignage, Florence. C'est une carte à jouer en fait en plus pour les agriculteurs.